Bienvenue dans cette émission du 27 mars 2025 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis complètement indépendant et donc libre de mes propos. Je vous propose aujourd'hui un résumé de l'émission de plus de 2 heures que j'ai consacrée hier en direct à l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy et aux révélations contenues dans les 80 000 documents finalement déclassifiés par l'administration Trump il y a quelques jours. Avec cette question fondamentale, est-ce qu'ils apportent, au-delà de tout doute raisonnable, la clé sur qui a assassiné le président Kennedy ? Et la réponse à cette question est claire, oui, absolument. Les documents en question ne livrent pas de preuves définitives. Il n'y a pas d'aveu. Il n'y a pas, par exemple, une signature du Mossad, déclaration signée du Mossad ou du président Lyndon Johnson disant « Oui, nous avons assassiné Kennedy ». Mais toutes les pièces du puzzle de la solution à l'énigme de cette affaire ont été précisées d'une manière tout à fait convaincante. Il n'y avait à vrai dire pas énormément de suspense, car il ne restait plus qu'une seule hypothèse sur la table. On sait que le secret d'État a pesé. Dans une confidence, le juge Andrew Napolitano, dans un dialogue avec Jeffrey Sachs, a rapporté comment il avait eu une conversation avec Donald Trump à quelques semaines de la fin de son premier mandat. Il lui avait alors rappelé qu'il y avait une promesse non tenue et Trump a tout de suite dit « dites-moi laquelle, comme ça je m'en occuperai ». Le juge Napolitano a rappelé « Vous vous étiez engagé à rendre public l'entier des dossiers classifiés sur l'assassinat du président Kennedy ». Et Trump lui avait répondu « Juge, si vous saviez ce qu'il y a dedans, si vous aviez vu ce que j'ai vu de mes yeux, vous comprendriez pourquoi je ne les ai pas rendus publics. » Et c'est donc évidemment qu'il y a des éléments inavouables. Alors, est-ce qu'il y a des éléments inavouables dans ce qui a été déclassifié ? Eh bien non. Par contre, il y a tout ce qui permet de comprendre quels sont ces éléments inavouables qui vont rester cachés encore probablement à tout jamais ou qui ont déjà été définitivement détruits, mais en sachant qu'il n'y a en fait qu'une seule possibilité qui reste à ce stade. S'il s'était agi d'un crime de la mafia, de l'Union soviétique, de Cuba, d'un pays tiers, voire de la CIA, franchement, jamais ce secret n'aurait été maintenu. S'il y a une raison de sécurité nationale qui est encore invoquée, c'est parce qu'évidemment, il s'est agi d'un coup combiné de certaines parties de l'appareil d'État américain, et on verra que cela remontait jusqu'à la vice-présidence, mais également, bien sûr, de l'État d'Israël. Jacques Beau, l'ancien colonel des services de renseignement suisses, a rappelé que les États ne commettent pas d'assassinat a fortiori sur des chefs d'État étrangers uniquement parce qu'ils sont contrariés par leur position ou en désaccord avec elle. Pour justifier de prendre une action aussi radicale, il faut que les intérêts vitaux soient mis en cause et que cela justifie de passer à l'action. Et en ce qui concerne l'assassinat de Kennedy, on observe effectivement qu'il y a une convergence d'intérêts divers. Le premier élément, mais ça c'est un secret de polichinelle, c'est que le vice-président Lyndon Johnson est impliqué dans l'assassinat de Kennedy. Le président Nixon, Richard Nixon, a fait des confidences, notamment à Roger Stone, un journaliste, auteur de tout un livre à ce sujet, dans lequel il a dit « Mais écoutez, moi aussi, je rêvais de prendre possession du bureau ovale à la Maison-Blanche, mais contrairement à Lyndon Johnson, je n'étais pas prêt à assassiner Kennedy. » Est-ce qu'on a besoin de paroles plus limpides que celle-là ? L'ancienne maîtresse de Lyndon Johnson a rapporté comment quelques jours avant l'attentat de Dallas, Lyndon Johnson s'est emporté une nouvelle fois contre le président Kennedy. Ils avaient une relation exécrable en disant « Il ne durera pas longtemps, je te le garantis ». Il y avait en effet une animosité très forte entre les deux hommes. Il faut savoir que Lyndon Johnson a été imposé à Kennedy comme colistier, candidat à la vice-présidence à ses côtés. JFK ne voulait pas de lui. Et en fait, rien n'aurait pu se produire de l'attentat lui-même, mais surtout de ce qui s'est passé ensuite pour camoufler les vraies responsabilités sans que Lyndon Johnson soit impliqué. Et donc aujourd'hui, on en a la confirmation de multiples manières. Et notamment, c'est lui qui a orchestré le fameux rapport Warren, la commission d'enquête qui est arrivée à des conclusions fausses, impossibles,
truqué, ce qui en fait a été le début de ce motif qui nous est resservi encore et encore depuis, de quelque chose qui est caché en pleine lumière. On nous montre des choses qui sont impossibles avec l'injonction d'y croire. Nous devons faire semblant qu'il n'y a rien de problématique. Donc j'en ai donné l'exemple hier, le bâtiment 7 du World Trade Center s'effondre comme une démolition contrôlée de manière millimétrique, et on vient nous expliquer que non, pas du tout, c'est un incendie spontané, totalement imprévisible, qui a conduit à la chute du bâtiment de cette manière, ce qui est parfaitement impossible. Les terroristes du 11 septembre s'étaient entraînés sur des monomoteurs à hélice et même des pilotes de ligne chevronnés disent que les trajectoires des avions pour percuter les tours étaient extrêmement difficiles à réaliser. On a retrouvé un passeport intact, d'un des terroristes dans les décombres, et cette accumulation d'éléments invraisemblables et impossibles conduit à cette posture où soit vous devez y adhérer envers et contre tout, mais au mépris de votre bon sens et d'un sens élémentaire de la réalité, soit vous vous faites traiter, devinez quoi, de complotiste. Et je vous rappelle, c'est tout le livre de Lance DeHaven Smith que j'ai co-préfacé, un professeur de sciences politiques américain qui montre comment l'assassinat de Kennedy et le rapport Warren ont été à l'origine de l'exploitation de l'étiquette de complotiste qui est toujours sortie de manière massive lorsqu'il y a des crimes d'État contre la démocratie et contre les populations. Et en réalité, on a aujourd'hui le fin mot de l'histoire. La CIA a piégé Warren, qui était un ancien juge de la Cour suprême des États-Unis, en charge de présider la commission d'enquête, en lui expliquant qu'en réalité, c'était l'Union soviétique et le KGB qui avaient assassiné Kennedy, et que pour éviter de prendre le risque d'un conflit nucléaire pouvant conduire à des dizaines de millions de morts, eh bien, il fallait prétendre que c'était uniquement Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé qui seul avait monté ce coup, ce qui évidemment était impossible, mais Warren, se soumettant à la raison d'État et trouvant une justification honorable, cela va permettre d'éviter le risque d'un conflit nucléaire, a accepté de truquer le rapport, et des témoins rapportent qu'il l'a dit ouvertement. Cela me déplaît d'avoir à mentir, mais étant donné la manière dont les choses sont configurées, je ne vois pas comment je pouvais faire autrement. Donc bien sûr, la CIA était impliquée au premier plan avec Lyndon Johnson. Il faut savoir que Kennedy avait l'impression de ne pas se réassocier à Lyndon Johnson pour la nouvelle élection qui devait avoir lieu quelques mois plus tard. Donc c'est déjà une raison qui pouvait motiver celui-ci à s'engager, mais le reste est évidemment beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond. En réalité, John Kennedy, on le sait aujourd'hui par de multiples documents, mais notamment parmi ceux déclassifiés, avait l'intention de démanteler la CIA. Il avait identifié que c'était en train de devenir un État dans l'État, qu'il y avait un ensemble d'opérations conduites à travers le monde de manière totalement autonome, sans en référer et même demander l'accord de la présidence des États-Unis et de l'appareil politique. Et donc il avait identifié ce danger et pris la décision de démanteler la CIA. Il faut se souvenir qu'à la fin de son mandat présidentiel, le prédécesseur de Kennedy, Eisenhower, avait fait un discours public très remarqué en identifiant le risque que faisait courir le complexe militaro-industriel aux États-Unis. En disant en substance, ce complexe est en train de devenir tellement puissant et de s'infiltrer tellement dans tous les rouages du pouvoir qu'il va faire courir le risque aux États-Unis de s'engager dans des guerres à répétition pour pouvoir prospérer au détriment de la prospérité de la population américaine et de la sécurité et de la paix à travers le monde. Cela, John Fitzgerald Kennedy l'avait compris, il était prêt à prendre les mesures qui s'imposaient, et donc bien sûr, la CIA, ou en tout cas des parties importantes de la CIA, ont participé au complot visant à son assassinat. Et notamment le directeur de l'époque de la CIA, Dulles, John Fitzgerald Kennedy l'a licencié, mais il est resté de manière clandestine à la tête de l'agence, comme cela s'est produit plus tard avec Obama, et notamment en continuant à piloter l'ensemble du dispositif. Autre révélation des dossiers Kennedy, Lee Harvey Oswald, qu'on a fait passer comme étant l'unique tireur et l'assassin de Kennedy, à tort bien sûr, était bel et bien un agent de la CIA, recruté en l'occurrence, c'est particulièrement intéressant, au Japon sur la base d'Atsugi. Atsugi, c'était une base militaire et de la CIA, qui notamment hébergeait des avions furtifs, des bombardiers, vous savez, la tradition continue aujourd'hui, qui n'étaient pas répertoriés, mais également où sévissait un certain Sidney Gottlieb,
Pour les personnes informées, c'était le responsable du programme de conditionnement mental MK-Ultra, ces expériences abominables tentées sur un ensemble de personnes vulnérables pour les transformer en agents dociles et même en assassins potentiels. Alors, ce n'est pas a priori ce qui est arrivé à Oswald, mais par contre, l'assassin du frère de John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy Sr., Shiran Shiran, un Palestinien, lui a montré toutes les caractéristiques de quelqu'un ayant subi un lavage de cerveau MK-Ultra. On a retrouvé par exemple chez lui des cahiers avec une écriture très hypnotique. Il faut que je tue Robert Kennedy, il faut que je tue Robert Kennedy. Il dit ne se souvenir aucunement du fait d'avoir tiré sur Robert Kennedy. Et je rappelle au passage que les bandes magnétiques, l'enregistrement de l'assassinat de Robert Kennedy, font très clairement identifier qu'il y a eu 13 coups de feu. Or, on sait que Shiran Shiran n'a pu en tirer au plus que 4 ou 5 avant d'être maîtrisé, et que Robert Kennedy, notamment, a reçu des coups de feu tirés dans le dos, alors qu'il est toujours resté face à Shiran Shiran. Donc là encore, c'était un guet-apens, c'était un coup d'État. Quand la CIA a été l'objet d'investigations journalistiques pour identifier si Lee Harvey Oswald avait été un de ses agents, la CIA a mis en place toutes sortes de procédures d'enfumage pour éviter que cela soit révélé. Et on se souvient que Oswald lui-même a identifié, après l'assassinat de Kennedy, qu'il allait être utilisé comme bouc émissaire, et on sait effectivement qu'il a été tué lui-même dans la foulée par Jack Ruby, mais qui est en réalité Jacob Rubinstein, qu'on a identifié à juste titre à la mafia de Chicago, mais qui surtout travaillait pour le Mossad et des Israéliens, en étant bien sûr lui-même d'origine juive. On sait également, par une ancienne maîtresse de Fidel Castro, que la CIA a organisé la livraison d'armes à Jack Ruby. Je vous raconte l'histoire en 3 mots, elle est intéressante. Fidel Castro a eu de nombreuses maîtresses, dont la mère de Justin Trudeau. Mais en l'occurrence, il était emmouraché d'une jeune Allemande et la CIA a fait croire à cette maîtresse que Castro avait l'intention de l'assassiner pour la retourner. Elle a pris peur, elle s'est enfuie, ils l'ont fait se réfugier aux États-Unis et elle a participé au transfert d'armes à Jack Ruby de sorte à ce qu'il puisse assassiner Lee Harvey Oswald. Un autre élément qu'il convient de rappeler, qui est peu connu de la plupart des gens, mais c'est que le clan Kennedy, qui est présenté aujourd'hui comme un membre de l'establishment honorable de la côte est des États-Unis, était en fait un clan très compromis avec la mafia. Le père de John Fitzgerald et de Robert avait fait fortune dans le trafic d'alcool à l'époque de la Prohibition, mais également tout un ensemble d'autres trafics louches. C'était un grand ami de la pègre, c'est-à-dire du crime organisé à New York et à Chicago. Il a été ambassadeur des États-Unis à Londres pendant l'avant-guerre et une partie de la guerre, et c'était un allié féroce des nazis. On soupçonne même qu'il a collaboré au régime nazi. Donc le clan Kennedy était compromis avec la mafia, notamment la mafia de Chicago a aidé John Kennedy à remporter l'élection dans l'Illinois, qui était un État décisif. Il y a eu également des transferts de finances occultes par Robert Kennedy, devenu ministre de la Justice, et cela soumettait évidemment la fratrie des Kennedy à être l'objet de chantage de la part de la mafia. Et on sait notamment que dans la crise cubaine, la mafia a eu l'impression d'avoir été trahie par les frères Kennedy. Pourquoi ? Parce que Cuba était une base d'opération de la mafia, surtout avec la prostitution et les casinos, le jeu. Et dès lors que les Kennedy n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour renverser Fidel Castro, la mafia a considéré qu'elle avait été trahie. Cela dit, le gros plat de résistance de toute l'affaire, c'est évidemment l'implication de l'État d'Israël. Alors, on sait que John Kennedy était très opposé au fait qu'Israël se dote de l'arme nucléaire, ce qui était une urgence vitale pour le gouvernement israélien, et qu'il y a eu de nombreux clashs avec David Ben-Gourion, le premier ministre de l'État d'Israël, notamment autour du programme d'acquisition de développement des armes nucléaires. On sait que les Israéliens ont roulé dans la farine les Américains, notamment en montant un faux centre de nucléaire civil, qui était juste un décor en carton-pâte. On sait que John Fitzgerald Kennedy s'est beaucoup énervé, disant « Ces fils de pute n'arrêtent pas de me mentir et de me rouler dans la farine ». C'est un verbatim, c'est ce qu'il a dit littéralement, et qu'il y avait un très fort antagonisme.
John Fitzgerald Kennedy était opposé au fait qu'Israël se dote de l'arme atomique, alors qu'Israël considérait qu'entouré de nations arabes hostiles, c'était la condition de sa survie, et donc a tout fait pour pouvoir y arriver. Maintenant, ce que les documents déclassifiés récemment ont révélé, c'est qu'effectivement, toute une partie de la CIA et de l'appareil d'État américain travaillait à transmettre des technologies nucléaires et à expliquer le mode d'emploi aux Israéliens, alors même que la présidence et d'autres secteurs de la CIA faisaient tout pour empêcher cette transmission. Il y a notamment un personnage qui a joué un rôle central, James Angleton. Il était en charge du contre-espionnage aux États-Unis. Et effectivement, le fameux rapport Church, qui a finalement été divulgué dans son entièreté sans caviardage, a montré sans le moindre doute que James Angleton servait les intérêts d'Israël au détriment des instructions du président des États-Unis. Une autre chose qu'il faut savoir, ça c'est Candace Owens qui l'a révélé, en se basant uniquement sur des sources juives. Elle est l'objet de beaucoup d'attaques et d'accusations d'antisémitisme, donc elle se protège en ne citant que des sources juives à l'appui de ses dires, mais elle a pu montrer que notamment les grandes dynasties américaines, les Rockefeller en particulier, étaient l'objet d'un chantage de la part d'Israël. Et notamment parce que les Rockefeller ont participé activement à la fourniture de pétrole au Troisième Reich d'Adolf Hitler, et donc en échange du fait qu'ils soutiennent le projet de la création de l'État d'Israël, eh bien les Israéliens s'abstenaient de révéler la réalité de leur compromission. Et en fait, on voit que les Israéliens sont les champions du monde du chantage. Les affaires Epstein, notamment, seraient là pour nous le prouver au besoin. Mais donc, ils ont fait chanter les Rockefeller, ils ont fait chanter les frères Dulles, le directeur de la CIA. On sait que le directeur du FBI, Edgar Hoover, avait des mœurs homosexuelles qui n'étaient pas acceptées à l'époque, et lui aussi a été l'objet de chantage. Et donc, il faut savoir que l'appareil d'État américain n'était pas favorable à la création de l'État d'Israël. Il y avait une très forte réticence. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendaient bien compte que cela allait ouvrir un contentieux et des conflits à perte de vue pendant des générations et des générations. Et c'est par le biais de ces chantages mis en œuvre par l'État d'Israël et le Mossad que finalement l'appareil d'État américain a pu être capturé par les intérêts israéliens. Une autre opposition connue de John Fitzgerald Kennedy, c'est par rapport au lobbying juif, qui est devenu l'EPAC aujourd'hui. À l'époque, c'était l'AZC, mais qui donc était au service des intérêts de l'État d'Israël. John Fitzgerald Kennedy exigeait que ça soit enregistré comme un agent au service de l'étranger, ce qui était parfaitement normal sur le plan légal. Et il y a eu une très forte opposition de l'appareil d'État et des milieux concernés. Alors, il faut savoir aussi qu'une fois Kennedy assassiné, Lyndon Johnson, devenu président, a levé toutes les réticences de John Fitzgerald Kennedy, soutien total à Israël et à son armement nucléaire, aucun souci pour que l'EPAC ne soit pas enregistré comme organisation étrangère. Kennedy était opposé à la guerre du Vietnam, Lyndon Johnson y était totalement acquis. Ça a été au fond la libération du potentiel de nuisance, mais également de revenus crapuleux du complexe militaro-industriel, avec la couverture d'un ensemble d'attaques sous faux drapeau, dont l'attaque du destroyer américain USS Liberty par des avions anonymisés de l'armée israélienne, avec des soldats tués pour faire croire à une attaque par les pays arabes et justifier la fuite en avant dans les conflits. Et en fait, ça a été à l'origine de la destruction également des pays arabes laïques et modérés, et tous ces gouvernements qui finalement préservaient de la tentation intégriste ou islamiste, Nasser, évidemment Saddam Hussein, Kadhafi, le clan El-Assad, qui bien sûr avait plein de scories et de défauts, mais qui néanmoins dessinait un monde arabo-musulman laïcisé. J'ai cité dans l'émission d'hier un extrait de Nasser en 1953 qui, au Caire, s'exprime devant une assemblée en rigolant au sujet des frères musulmans en disant « Mais imaginez, ils veulent que nous contraignions les femmes à porter le voile. » Et là, tout le monde se marre, tellement c'est inenvisageable. Voyez où nous en sommes, 70 ans plus tard. Alors, ce que Jeffrey Sachs relève dans l'échange avec le juge Napolitano,
qui lui-même dit, Trump m'a dit, si vous saviez ce qu'il y a dedans, vous comprendriez pourquoi je n'ai pas divulgué toute l'information, et on comprend bien que toute l'information n'est pas encore divulguée, ne le sera jamais, eh bien Jeffrey Sachs réagit, donc ce grand géopolitologue titulaire d'une chaire à l'université Columbia de New York, en disant, ben oui, à partir de ce moment-là, les présidents suivants des États-Unis n'ont plus été que des marionnettes au service de l'État profond et du complexe militaro-industriel. Donc ce dont il est question, c'est des racines de l'État profond. Voilà. Et c'est ça qui a commencé avec l'assassinat de John F. Kennedy et auquel peut-être l'administration Trump cherche à mettre fin aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des sénateurs et des membres du Congrès aux États-Unis sont tenus par l'EPAC, c'est-à-dire les intérêts israéliens, qui dépensent plus de 100 millions de dollars chaque année pour corrompre et soudoyer tout ce beau monde. La politique étrangère des États-Unis est aux mains de l'État d'Israël. Israël contrôle l'entier de nos gouvernements, l'entier des médias dans le monde occidental, l'entier de l'industrie du divertissement dans le monde occidental. Et donc, voilà, c'était l'origine à cette époque. Et c'est cela que l'assassinat de Kennedy a permis, Kennedy voulant s'y opposer. Alors bien sûr, Donald Trump a-t-il livré la marchandise ? En partie, il n'a pas dévoilé ce qui permettrait à l'opinion publique de comprendre de quoi il retourne, mais on comprend le choc. Imaginez que l'opinion publique américaine et que les opinions occidentales apprennent de but en blanc du jour au lendemain que l'assassinat de Kennedy a été un coup monté du vice-président des États-Unis avec la CIA, avec le complexe militaro-industriel et avec l'État d'Israël. Le grand allié des États-Unis qui lui apporte un soutien absolument inconditionnel. Évidemment que ça serait excessif, donc on peut comprendre, c'est une hypothèse, peut-être Trump est-il dans une certaine pédagogie du dévoilement, mais toujours est-il que dans ce qu'il a livré, il y a tout ce qui permet d'avoir confirmation du scénario que je viens de vous décrire et qui vraiment est le seul qui tienne encore la route à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'hypothèse alternative qui soit moindrement vraisemblable. Mais enfin, cela permet malgré tout à tout le monde de faire semblant que finalement ça ne remet pas en cause la thèse officielle. Les médias truands, dont le Temps en Suisse, se sont même permis de titrer « Il n'y a rien qui remette en cause la thèse que Lee Harvey Oswald était le seul assassin, qu'il a agi tout seul ». Et si vous tapez effectivement sur Grok ou que vous lisez les médias mainstream, est-ce qu'Israël a été impliqué ? Non, il n'y a aucune preuve. Est-ce que c'est un coup de la CIA ? Non, il n'y a aucune preuve. Est-ce que Lyndon Johnson était impliqué ? Non, il n'y a aucune preuve. Donc voilà, les truands de l'information peuvent continuer à truander, mais pour toutes les personnes qui, honnêtement et de bonne foi, s'interrogent sur ce qu'il s'est passé, aujourd'hui, nous avons la clé, nous connaissons la configuration de la convergence d'intérêts, mais évidemment qu'une des raisons pour lesquelles l'information est restée secrète jusqu'à aujourd'hui, c'est que ce qui s'est mis en place à ce moment-là est resté agissant. Vous savez que plusieurs délais légaux ont été transgressés par le gouvernement américain. Les documents auraient dû être déclassifiés intégralement il y a longtemps. Mais la raison pour laquelle ils ne l'ont pas été, c'est parce que les États-Unis sont encore sous la coupe d'Israël. Israël continue à faire chanter l'ensemble des pays et des gouvernements occidentaux. Le complexe militaro-industriel continue de semer la guerre et la désolation à travers le monde dans un abus de démocratie absolument caractéristique. Donc voilà, les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est à cela que nous continuons de nous affronter. Par contre, il est vrai que nous avons un éclairage qui résout de manière a priori définitive, sauf surprise absolument inconcevable que les ovnis aient été impliqués ou que des reptiliens soient en fait derrière l'État d'Israël ou de la CIA. On peut peut-être imaginer encore des scénarios comme ça, un petit peu de science-fiction, mais toujours est-il qu'on a actuellement à disposition tout ce qu'il faut pour comprendre comment les pièces du puzzle s'articulent les unes avec les autres. Et donc, nous connaissons les assassins de John Fitzgerald Kennedy.
Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir nos efforts en souscrivant un abonnement à partir de 1 € par mois ou en effectuant une donation du montant de votre choix. Je vous rappelle également que l'émission de plus de 2 heures que j'ai consacrée au sujet que je viens de résumer est disponible sur mes différents canaux et je donne toutes les références documentaires nécessaires pour vérifier l'entier de ce que je vous ai dit. À tout bientôt. Merci.